Vincent, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, en ce début 2021, on va faire un peu de prospective. On va voir ce que vous escomptez pour les mois qui viennent du point de vue de l'analyse technique. Mais avant, on va tirer le bilan de 2020. Et tout d'abord, je vais vous tirer mon chapeau parce que vous aviez bien vu le scénario. Vous aviez estimé que le canal dans lequel était enfermé le CAC 40 était compris entre 4500 et 5200 points. Et fin septembre, la dernière fois qu'on s'était vu, alors que le CAC 40 était plutôt déprimé, eh bien, vous disiez non, vous inquiétez pas, on va revenir vers le haut du canal, on va revenir vers les 5200 points. La fin d'année vous a donné raison. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, les actions européennes et le CAC 40, tout l'été dernier, évoluaient dans un range, alors que le marché action américain faisait de nouveaux records historiques. Et déjà, depuis la fin du mois d'août, j'observais les prémices techniques d'un arbitrage en faveur des actions européennes. Et donc, mon idée était que ces bas de range en Europe étaient des opportunités pour se placer et anticiper un rattrapage des actions européennes. Alors, fin septembre, nous nous sommes vus. Début octobre, le marché est retombé violemment dans le bas du range. Vous avez ici un exemple sur le cours du CAC 40. Et puis, envolé en novembre, retour dans le haut du range, porté par les valeurs cycliques. Et le marché est même sorti par le haut de ce trading range. Alors, oui, effectivement, je vous remercie. Techniquement, j'ai eu raison. Après, en toute honnêteté, je remercie les annonces de Pfizer-BioNTech début novembre qui ont donné le point de départ d'annonces de grands laboratoires sur les vaccins. En fait, la hausse de fin d'année, c'est la hausse du vaccin. Et donc, ça a confirmé ma lecture technique haussière. Bon, on va revenir sur vos prévisions 2021 un peu plus tard. On va d'abord tirer un petit bilan de 2020, parce qu'il faut tout de même qu'on s'appuie sur le passé pour prévoir l'avenir, Tout à fait. Notamment en analyse chartiste. Alors, quel bilan tirez-vous de l'année écoulée ? Écoutez, alors, vous avez un graphique sous les yeux qui fait une synthèse de la performance relative dynamique en 2020 d'une sélection d'actifs, puisqu'on ne peut pas tout afficher. Alors, l'année 2020, c'est l'année de tous les paradoxes sur le plan boursier. On le sait, économiquement, l'Europe, les États-Unis, des chutes de produits intérieurs bruts entre 5 et 10%. La Chine y échappe, cependant, est en croissance. La crise sanitaire, bon, logiquement, la bourse aurait dû refléter ça à travers une baisse des actifs risqués. Eh bien, que nenni, c'est exactement le contraire qui s'est passé. L'année 2020 a vu de nouveaux records historiques de nombreuses actions, de nombreux marchés actions. Alors, les stars technologiques du Nasdaq, on en a beaucoup parlé. Le Nasdaq est l'indice boursier leader au sein de tous les grands indices boursiers mondiaux. Alors, en Europe, pas de nouveaux records historiques, mais on y viendra en 2021. Et puis, l'année dernière, en 2020, le leader, c'est... Alors, ce n'est pas un actif technologique, ce sont les actifs cryptographiques, le cours du Bitcoin, avec un finish fantastique en fin d'année, plus de 250% de performance. Donc, cette année 2020 a vu les actifs risqués être leaders, les actions technologiques, les actifs cryptographiques. Et puis, bon, l'or et l'argent, valeur refuge, l'or et l'argent ont quand même progressé, mais on aurait pu s'attendre à trouver l'or en numéro 1. L'or fait quand même un honorable 28%. Ce qui est une très belle performance. Ce qui est une très belle performance, mais pour une année de choc économique, on aurait pu croire que le classement aurait été inversé entre les actions et l'or. Bien non, les actions sont leaders. Donc l'année 2020... Enfin, pas toutes les actions, le Nasdaq. Tout à fait, pas toutes les actions, pas tous les secteurs, mais globalement, les capitaux internationaux sont très rapidement, après un mois de choc, en fait, il y a eu un choc boursier en mars, un mois de baisse. Alors historique, car 40% de baisse en un mois, c'était une vitesse historique, et tout de suite, les capitaux sont revenus sur les actions et ont effacé l'impact du Covid et sont même rentrés dans un nouveau monde inconnu, les records historiques, de nouveaux records de prix pour les actions. Quand on revient au CAC 40, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de l'année passée ou pas ? Alors oui, des enseignements à tirer de l'année passée sur le cours du CAC 40. Déjà, les actions européennes ont sous-performé. Elles ont sous-performé les actions américaines. Pour quelle raison ? C'est une histoire de composition. Si vous prenez la façon dont le CAC 40 a évolué l'année dernière, vous avez donc tout d'abord le choc boursier au tout début d'année, le choc boursier du mois de mars. Puis il y a eu 4 phases. Une première phase de reprise technique au printemps, les valeurs technologiques, les valeurs de la santé, mais elles sont moins présentes dans les indices européens, beaucoup plus aux États-Unis, à Wall Street, d'où le retard. Un range tout l'été, ce fameux range dont je vous parlais, et que j'estime être, lorsque le marché revenait en bas, une bonne opportunité de se placer cette fois-ci sur les valeurs en retard, les valeurs massacrées, les compagnies aériennes, l'hôtellerie, les valeurs bancaires. Et ce sont ces valeurs qui ont permis, en fin d'année, vous avez un quatrième séquence après le range, et cette hausse du CAC 40 sur les niveaux actuels a été construite sur ces valeurs massacrées par le Covid, alors que ces entreprises ne sont pas encore sorties d'affaires. Mais là, le CAC 40
globalement, on peut dire qu'il est au moins, au bas mot, en avance de 2 ans sur l'économie réelle, si tout va bien. Bon, on reviendra au CAC 40 un peu plus tard et vous allez nous dire où vous le voyez aller dans les mois qui viennent. Ce qu'on peut noter tout de même, parce que là on a une lecture des indices un peu globale, c'est qu'il y a eu une très très forte disparité. Vous l'avez un peu évoqué en parlant du retour des valeurs cycliques, du retour en grâce des valeurs cycliques, mais il y a eu des très très fortes disparités sectorielles. Oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, les capitaux ont été archi sélectifs. Vous avez une illustration sur le graphique qui s'affiche sous vos yeux. L'année est divisée en 2 parties. Tout d'abord, assez rapidement après le choc boursier, les capitaux, logiquement, se sont précipités sur les valeurs technologiques, très bien, les valeurs de la santé, logique, sur les valeurs dites stay at home, les grands gagnants du grand confinement mondial. Voilà où les capitaux se sont positionnés, parce que là, on a concrètement des entreprises qui font des nouveaux records de chiffre d'affaires, qui augmentent leur part de marché, leur emprise sur l'économie, ce sont les gagnants de la crise sanitaire. Très bien. Et en dernière partie d'année, alors que ces valeurs dites de croissance avaient retrouvé des niveaux de valorisation en fait historiques très élevés, eh bien, les capitaux sont allés chercher les titres massacrés, les titres sous-valorisés, alors même qu'ils ne sont pas sortis des difficultés économiques. Et ça, c'est la dernière partie de l'année. Donc là, j'ai fait une sélection, les valeurs bancaires, les valeurs du tourisme, les valeurs automobiles, qui ont commencé un rattrapage relatif, les compagnies aériennes aussi, même elles, à partir d'octobre 2020. Toujours sur l'idée que les choses allaient s'améliorer graduellement. Toujours sur l'idée que les choses, en fait, c'est grâce au vaccin. Si vous voulez, le rebond des valeurs cycliques, et notamment européennes, c'est l'arrivée du vaccin, les annonces successives, Pfizer, BioNTech, Moderna et compagnie, sur leur taux d'efficacité et une projection d'une immunité dans les grandes économies occidentales, l'immunité de la population, autour de l'été prochain. Et donc d'un retour à une activité normale pour ces valeurs cycliques, même si on sait qu'il n'y aura pas un retour au monde d'avant. Mais en tout cas, on peut voir la capacité de la finance à suranticiper. Mais alors justement, en suranticipant, puisque vous dites finalement là, on intègre 2 ans de reprise. D'ores et déjà, est-ce qu'on n'est pas un peu complaisant ? Si, alors il y a une complaisance totale des marchés, il y a même, je dirais, un excès. On a même le sentiment qu'il y a une expression comme ça qui dit, les 4 lettres, vous savez, TINA, there is no alternative, pardon pour l'accent. Oui, il n'y a pas d'alternative autre que les actions. Voilà exactement pour un certain nombre de raisons, notamment qui concernent le marché du crédit. Mais oui, il y a ce réflexe de chercher à acheter. C'est le mindset de la finance, plus que jamais. L'état d'esprit de la finance. Ouais. On peut voir tout de même aussi cette forme de complaisance du marché action quand on regarde le parcours des actions mondiales avec le MSCI World. Ouais. C'est tout de même assez stupéfiant. Oui, on s'est référé au Nasdaq, mais le Nasdaq finalement, oui, sont les valeurs technologiques. C'est un monde à part, ce sont les valeurs technologiques, mais finalement, la hausse, elle a bénéficié pas à tout le monde, puisqu'on a vu qu'il y a des disparités sectorielles fortes, mais à la population générale des actions, on peut le dire. Tout à fait. Alors, bon, là, j'ai choisi de représenter ça par le MSCI World. Alors, bon, qu'est-ce que c'est ? C'est une synthèse des actions internationales. Effectivement, vous avez sur ce graphique le niveau d'avant le choc boursier du Covid, qui est représenté par un trait horizontal. Non seulement nous sommes revenus au niveau d'avant-crise, et on l'a largement dépassé. Alors, quand même une information à savoir, dans ce MSCI World, il y a un bon 2/3 d'actions américaines, un bon 2/3 d'actions du Wall Street, et on sait que la tendance de Wall Street est imprimée en grande partie par les 10 premières, les 10 poids lourds, qui pèsent plus du tiers du S&P 500. Donc il y a une distorsion tout de même avec ce poids de Wall Street, mais quand bien même, 2020, c'est l'année de la crise sanitaire, du choc économique et de la chute du PIB. On est revenu plusieurs années en arrière en termes de PIB, et c'est l'année de nouveaux records historiques des actions internationales. Donc ça, c'est pour moi le paradoxe de 2020, mais il y a des explications que nous allons voir plus tard. Alors, je reviens à la complaisance. Il y a un graphique que vous m'avez montré, et j'aimerais qu'on l'affiche, c'est celui du ratio put-call, à la bourse de Chicago en l'occurrence. Donc, plus en fait la courbe monte, plus ça veut dire qu'on a des positions de vente, en fait. D'achat de put. D'achat de put, donc c'est-à-dire des positions vendeuses. Plus ça baisse, plus ça veut dire que en fait, les positions acheteuses dominent les positions vendeuses. Or là,
vous le dites bien, on a tout de même un contexte, même si le marché a réagi, voire surréagi aux annonces de vaccins, en estimant que finalement on entrevoyait le bout du tunnel, mais le problème c'est qu'on ne sait pas quelle sera la longueur du tunnel, si j'ose dire. C'est un peu ça l'idée. Et le problème, c'est qu'on a des positions acheteuses qui sont écrasantes. Donc est-ce que là, finalement, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi? Oui, alors effectivement, il y a une surexposition des institutionnels au rebond, au call. Ils veulent participer à la hausse et les institutionnels utilisent pour ça beaucoup le marché des options, notamment les options sur actions. Alors ce graphique que vous affichez justement montre qu'en fait, il y a eu un stress en mars, au moment du choc, à travers l'envolée des achats d'options put sur les actions, sur les indices. On peut aussi shorter le contrat futur. Et puis en fait, très rapidement, on est retombé. Et tout au long de l'année, alors que la crise, on n'avait pas le vaccin encore, il n'y avait pas du tout le vaccin, tout au long de l'année, eh bien, marché complaisant, surexposition au call, bien avant les annonces du vaccin. Donc ça montre qu'il y a, encore une fois, cet aspect pas d'alternative ou long only. Plus que jamais, en fait c'est assez ancien, ça a commencé avec la crise financière de 2008, mais oui, l'année 2020 a vu les institutionnels largement exposés aux options call et donc confiants dans la tendance des actions. Mais Vincent, cette complaisance, elle s'explique aussi grandement par l'action des banques centrales. On ne peut pas occulter cet aspect des choses. C'est même l'aspect central, crucial, le pivot autour duquel tout évolue aujourd'hui. Oui, en fait, c'est ça. C'est les méthodes de valorisation anciennes, habituelles, le cours de l'action rapporté aux bénéfices prospectifs, la valeur actuelle des flux futurs. Bon, effectivement, si on raisonne, entre guillemets, à l'ancienne, les actions là sont très chères par rapport et en plus, les perspectives de bénéfices, tout ça, c'est au doigt mouillé, on ne sait pas. Donc, par contre, si on rapporte le prix des actions à la quantité de monnaie en circulation, le marché n'est pas cher. On est même loin des records de 2000, 2001, de 2007, 2008. Donc le graphique qui s'affiche ici, il montre deux éléments. Il montre tout d'abord la quantité de monnaie en circulation aux États-Unis, selon l'agrégat monétaire M2, pour bien préciser les choses. Alors observez en 2020 la pente verticale. La tendance haussière de la création de monnaie, elle est ancienne, depuis 12 ans, 13 ans maintenant. Mais la pente est historique et le taux de croissance de cette monnaie créée, lui, est historique. J'ai représenté ici sur le graphique le momentum à 10 jours. Alors ça, c'est le nouveau graphique qu'on voit apparaître. Exactement. Eh bien, c'est historique. Jamais on a créé autant de monnaie et aussi vite. Donc, rapporté à la monnaie, qui en fait, c'est le dénominateur commun de l'année 2020 pour tous les marchés financiers, rapporté à la monnaie, eh bien, enfin, c'est l'explication des performances qui, pour certains titres, sont excessives en 2020. La monnaie, c'est le facteur de distorsion, mais ce n'est pas un épiphénomène, ça va s'installer encore, c'est là pour quelques années. Puisque cette monnaie sert à financer la dette publique. D'ailleurs, on a un graphique qui fait écho à l'autre qu'on vient de voir, celui de la création monétaire, c'est la dette publique américaine. Oui, voilà. Donc, bon, pour schématiser, trois utilisations de cette création de monnaie. Rapportée au PIB, en l'occurrence. Exactement. Alors ici, j'ai fait le choix de représenter la dette publique américaine rapportée au produit intérieur brut. La monnaie va permettre d'acheter de la dette publique. La Banque centrale va intervenir sur le marché obligataire, très bien, voilà. De la dette privée aussi, on le sait, à travers les nouveaux programmes de politique monétaire non conventionnelle. Et puis, on l'a aussi vu en 2020, la fameuse hélicoptère monnaie. On envoie des chèques ou même des virements directement aux consommateurs. Parfois, ça peut être juste un retour de charge, mais voilà, la monnaie a un effet concret sur la dette et on estime que le consommateur va utiliser ça, même si pour l'instant il épargne. Donc ici, j'ai un exemple de la dette publique américaine rapportée au PIB. Eh bien oui, nouveau record, au-delà de 100% du PIB maintenant. C'est une courbe d'ailleurs qui ressemble à celle de la dette publique française. On a dépassé 100% du PIB. Donc la création de monnaie, le financement de la dette publique privée et l'hélicoptère monnaie, voilà la base, la source principale des tendances boursières de 2020 et tous ces facteurs-là vont rester stables en 2021, peut-être même au-delà. Donc moi, je vois une continuité en 2021. Vous disiez tout à l'heure, vous repreniez cette phrase, ce leitmotiv, il n'y a pas d'alternative. Oui. Une bonne illustration, c'est de regarder la population d'obligations en fonction de leur taux d'intérêt
enfin la composition de cette population. Et on remarque, ça c'est un graphique qui vient de la Deutsche Bank, on remarque qu'aujourd'hui, 70% des obligations mondiales ont un taux inférieur à 1%. Ça, 70% des titres de dette publics et privés, donc c'est énorme, ont maintenant un rendement inférieur à 1%. 30% ont un rendement négatif. Donc à un moment ou à un autre, la gestion cherche des performances, et ça explique en grande partie cette allocation favorable aux actions. Là, et puis là, honnêtement, pourquoi les taux remonteraient en 2021 là aussi, ça va rester stable. Donc, oui, les banques centrales ont déjà annoncé qu'elles allaient prolonger ces politiques hyper accommodantes. Tout à fait. Si on regarde les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale européenne, bien précisées en décembre 2020, rien ne va changer, ni en 2021, ni en 2022, probablement pas en 2023. Bon, après, on va pas non plus se projeter trop loin, mais en tout cas, il y a au moins devant nous 12 mois de stabilité de politique monétaire, sans aucun doute. Donc, le scénario semble plutôt écrit, c'est-à-dire que les actions doivent rester un élément central d'une allocation d'actifs, en fait. Oui, tout à fait. Selon vous. Hein. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, selon moi. Alors, bon, effectivement, ça peut paraître un peu simpliste comme raisonnement, mais il y a beaucoup de forces de rappel maintenant sur les actions, beaucoup de gestions qui n'ont pas participé au rebond des valeurs cycliques en novembre-décembre, qui ont... C'était pas évident tout de suite de croire à l'effet de ce vaccin à long terme. Les gestions, ça met du temps à réagir. Donc oui, je pense que en 2021 vont se poursuivre les tendances observées en toute fin d'année 2020. Et notamment le rattrapage de ce qu'on appelle la value par rapport à la croissance. Exactement, le rattrapage des valeurs dites dévalorisées, massacrées, notamment ces secteurs détruits par l'arrêt de l'activité. Par rapport effectivement à ces valeurs de croissance, je pense qu'il y aura un rattrapage. Ça ne veut pas dire que le Nasdaq va s'effondrer. Le Nasdaq, c'est comme ça, c'est un monde à part. Mais il y aura un rattrapage relatif. Donc là, il va falloir que les gestions, pour performer, faire un travail de stock picking efficace, ils vont devoir travailler. Alors justement, intéressons-nous à ce rapport, à cette confrontation de la value par rapport à la croissance. Il y a un graphique que vous nous avez amené, c'est le ratio entre l'indice Russell 2000, donc c'est les PME américaines, on peut schématiser, voilà, petites et moyennes entreprises, par rapport à l'indice S&P. Donc évidemment, c'est le Russell sur le S&P 500, ça veut dire que quand ça monte, ça veut dire que les petites entreprises sont privilégiées et surperforment par rapport au S&P 500. Sur le graphique que vous nous avez apporté, donc, on note cette reprise, elle est même spectaculaire. Et on peut dire que sur les dernières semaines, elle est plus que spectaculaire, elle est exponentielle. Est-ce qu'un tel rythme est soutenable et est-ce qu'on ne risque pas... là encore, d'aller un peu trop vite en besogne? Alors, il y a eu effectivement une rupture en fin d'année, un transfert, les valeurs du S&P 500 étaient revenues tout en haut, un transfert vers les petites et moyennes valeurs. Donc on le voit ici à travers le ratio, la représentation du ratio Russell 2000 sur S&P 500, structure chartiste en V-bottom. Bon, cette reprise verticale, c'est aussi l'effet du vaccin. Ça peut retomber un tout petit peu, mais il y a en tout cas une rupture. Désormais, les capitaux cherchent à s'investir sur ces petites et moyennes valeurs. Et donc, cette structure de creux chartiste, de renversement haussier, est toute récente. Elle s'est faite en fin d'année 2020 et je pense que cela annonce une tendance favorable au Russell par rapport au S&P 500 en 2021. En tout cas, pour le premier semestre. On a un autre graphique justement pour creuser cette question du rapport entre la value et la croissance. Ouais. Alors, on a ce ratio value growth. On voit en effet que la value est au plus bas aujourd'hui. Nonobstant la hausse récente, ouais. On reste tout de même... Alors, ouais. Il y a une stabilisation, mais on reste au plus bas. Donc ça, c'est plutôt intéressant et ça milite plutôt dans le sens de votre scénario parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de surexposition des investisseurs à la value par rapport à la croissance. La croissance, où là, c'est plus que bondé, tout le monde est dessus.
Oui, alors là, vous avez le ratio value grosse aux États-Unis, pour être précis à Wall Street. Cette tendance baissière depuis 10 ans, c'est le Nasdaq, c'est cette nouvelle économie qui a créé le Nasdaq, c'est poids lourd. Le top 10 du Nasdaq, c'est gigantesque en capitalisation boursière, ça dépasse les PIB de grandes économies mondiales. Donc c'est pour ça que cette courbe est très baissière. Mais oui, nous sommes revenus sur ce ratio aussi, sur une base historique, technique, qui peut tendre à voir là aussi, c'est un argument de plus pour le rattrapage des valeurs cycliques sur les valeurs du Nasdaq, après sur les valeurs de croissance, mais elles ne vont pas prendre le relais pendant des années. Mais en tout cas, oui, en 2021, il faut aller sur cette thématique des valeurs cycliques. Il y a un gros potentiel, après il faut bien les sélectionner, c'est pareil, c'est le travail du gérant. Généralement, lorsqu'on montre un graphique chartiste, là on ne le fait pas pour des questions de lisibilité pour les spectateurs, mais on affiche en dessous du graphique le RSI. Oui. Le RSI qui est un indicateur d'achat et de survente. Alors là, on va le faire apparaître dans un deuxième temps. C'est toujours le RSI de ce ratio value growth. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant de le regarder parce que, je vous laisse décrire un peu techniquement la chose, mais a priori, on n'est pas dans une zone de surachat du tout. On est en fait dans une zone de survente. Tout à fait. Alors, moi, le technicien que je suis va très loin et j'applique effectivement sur les ratios des indicateurs techniques. Donc, vous avez ici l'indicateur technique RSI, donc, qui a été créé par Wallace Wilder dans les années 70. Il est très, très utilisé. Et en fait, ce qu'on note, c'est que le RSI du ratio value growth est en zone de survente, en fait, sous le niveau des 30. Et ce que nous dit le créateur du RSI, c'est que redépasser 30 à la hausse est un signal de renversement haussier. Donc, je surveille non seulement le début d'une figure de creux sur le ratio value growth et aussi le dépassement des 30 sur le RSI de ce ratio. Et là, on aura un signal vraiment fort d'une surperformance des valeurs cycliques par rapport aux valeurs de croissance. Donc ça, c'est un argument technique moi, qui est très important pour moi, donc, qui n'est pas encore donné cependant. Donc là, c'est en gestation pour le moment, mais on n'a pas encore le signal. C'est sous très haute surveillance. Ouais. Du côté des devises, il faut s'attendre à quoi ? Écoutez, l'année dernière, la chute du dollar. Alors, la hausse de l'euro-dollar, l'année dernière, très bien, on en a beaucoup parlé. Beaucoup y voient la hausse de l'euro. Non, c'est faux. L'euro a pris 3-4% face à un panier de devises. Le dollar a chuté. Face à un panier de devises, c'est la quantité de monnaie, c'est probablement la volonté de la Fed de faire baisser le dollar face au yuan renminbi, face au dollar océanique, face aux devises européennes, en fait face au monde entier, le dollar a baissé pour donner un avantage comparatif aux entreprises américaines exportatrices. Moi, je pense que le dollar va continuer de baisser. Je pense que le dollar va continuer de baisser, que l'euro va commencer à s'apprécier davantage avec ce retour des capitaux sur les actions européennes cycliques. Donc l'euro-dollar, techniquement parlant, et le graphique s'affiche sous les yeux des téléspectateurs, l'euro-dollar a donné des signaux techniques très haussiers en 2020, qui mettent un terme à plusieurs années de tendance baissière. Alors ça a pris le temps de se construire, mais le dépassement des 1,20 $, solide, avec du volume, pour moi engage 1,25 $, 1,30 $, probablement cette année 2021. Donc en 2021, poursuite de la hausse du cours de l'euro-dollar et surtout poursuite de la baisse du dollar américain face à un panier de devises. Et encore une fois, ce qui justifie selon vous ce scénario, c'est votre conviction que les actions européennes vont bénéficier d'un rattrapage par rapport aux actions américaines qui lestent actuellement les portefeuilles. Tout à fait. C'est un argument important qui a commencé à prendre corps en fin d'année. C'est le retour des actions européennes davantage en grâce aux yeux des capitaux internationaux. Et ce qui pourrait inciter en effet les gestions et les investisseurs particuliers à privilégier peut-être davantage les actions européennes dans les portefeuilles, c'est un raisonnement assez simple, c'est que la valorisation des actions américaines est tout de même un peu tendue. D'ailleurs, autre graphique que vous avez amené qui, moi, m'inspire plutôt cette réflexion, c'est le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. Et aujourd'hui, on a près de 90% des actions du S&P 500 qui ont une moyenne mobile supérieure à la moyenne mobile de 100 jours. Tout à fait. Les actions du S&P 500, elles ont tout donné. C'est pour ça maintenant que les petites et moyennes valeurs surperforment, qu'il y a un retour des actions européennes. C'est un niveau de résistance historique, 90%. 90% des actions de S&P au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. C'est un indicateur de surachat. En tout cas, je pense que là, elles ont tout donné. Elles vont sous-performer. Elles ne vont pas chuter. Et elles vont faire moins bien. Peut-être monter moins vite, par exemple. Mais en tout cas, oui, il y a là un indice très important, technique, qui indique qu'il faut s'intéresser aux petites et moyennes valeurs et aux valeurs cycliques, mais pas américaines, plutôt européennes. Donc, pour le moment, ce que vous nous dites, c'est euro-dollar,
l'euro va continuer à s'apprécier face au dollar. Il faut privilégier la value par rapport à la croissance, la value européenne principalement. On a vu en tout début d'émission que le grand gagnant de l'année 2020 avait été le Bitcoin. Qu'est-ce que vous attendez de performance positive ou négative sur le Bitcoin en 2021? Alors l'année 2020, c'est une année technologique, ça on en parle beaucoup, et aussi énormément cryptographique. Grâce à un finish exceptionnel, à partir du mois de novembre, le cours du Bitcoin s'est envolé. Il termine leader, toutes classes d'actifs confondues, alors soit en euros, soit en dollars, ça dépend comment on l'exprime, mais plus de 250% de performance. PayPal, les annonces de PayPal début novembre qui ont intégré certaines crypto-monnaies à son moyen de paiement. Plus proche de nous, le régulateur bancaire américain, un des régulateurs bancaires américains qui nous dit que les banques américaines vont pouvoir, dans leur infrastructure de paiement, utiliser la blockchain publique et les stablecoins en dollars. Donc il y a des sources fondamentales à la hausse du Bitcoin. En 2020, nouveau record historique. C'est un signal technique haussier. Ça prolonge la tendance haussière en place depuis 2011. Les capitaux sont là, les volumes sont au plus haut, la finance institutionnelle s'y place avec les contrats d'options, les contrats futurs à la bourse de Chicago, là aussi sur un record en termes de volume. Il y a davantage de volume sur le contrat futur Bitcoin que sur le contrat futur euro-dollar. Alors, il y a un emballement fin 2020, début 2021. Très bien, c'est volatile. On peut éventuellement retracer à 22 000, 23 000 $, mais je pense que cette année, nous irons à 50 000 $. Moi, c'est la cible que j'ai sur le cours du Bitcoin. Donc, 50 000 $ d'objectifs pour le Bitcoin, ça laisse de belles perspectives aux fanatiques des crypto-monnaies, si vous visez juste, bien sûr. Parlons maintenant des actions européennes et du CAC 40, plus spécifiquement, puisqu'on a commencé par lui. On est sorti de ce fameux canal que vous décriviez, qui s'établissait entre 4 500 et 5 200 points avec le CAC 40. On en est sorti par le haut. Ça laisse quel potentiel d'appréciation à la bourse de Paris, puisque c'est un signal positif, cette sortie par le haut. Quel potentiel d'appréciation à horizon 6-12 mois? Écoutez, moi je pense que je raisonnais simplement que le CAC 40 va faire ce que de nombreux indices boursiers leaders ont déjà fait, le S&P 500, même le DAX allemand, plus proche de nous, tout simplement revenir sur les niveaux d'avant-choc boursier du Covid, donc revenir sur les records de l'année 2020 qui ont été établis en début d'année, ce qui nous donne du 6100 points sur le cours du CAC 40, donc ça fait 10% de hausse par rapport au niveau actuel. Et de la même façon, tous les retours, toutes les baisses de 3, 4, 5%, les semaines de baisse seront des opportunités pour se placer sur les valeurs cycliques, donc en les sélectionnant bien, et viser ces 6100 points. Ça, c'est mon scénario pour les prochains mois, pour le CAC 40. 6100 points, donc ça nous laisse une dizaine de pourcents d'appréciation par rapport au niveau actuel. Aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons, on est plutôt aux alentours de 5500. Tout à fait. Donc des perspectives haussières, vous ne voyez finalement pas les marchés dérailler pour le moment? Alors, c'est la hausse depuis quelques semaines, elle se construit sur le vaccin. D'ailleurs, beaucoup de gestions l'ont manqué. C'était assez étonnant ce qui s'est passé en novembre. Le mois de novembre, Pfizer-BioNTech a fait ses annonces, c'était le lundi 3 novembre, je crois. Les laboratoires ont enchaîné, les marchés, les valeurs cycliques se sont envolées. À un moment ou à un autre, il va falloir que non seulement on vaccine tout le monde, que l'immunité collective se mette en place, elle est anticipée pour l'été prochain. Si ce facteur-là n'intervient pas, tout s'effondrera à nouveau. Donc là, l'enjeu, et toute cette anticipation repose sur l'amélioration progressive des courbes sanitaires, et qu'enfin, on n'entend plus parler de ce Covid. Tout repose là-dessus, il faut être honnête. Donc si on avait, ce qu'on ne souhaite pas, une mauvaise nouvelle sur le front sanitaire, votre scénario serait battu en brèche. Certain que si le vaccin ne devait pas fonctionner et qu'on se retrouve avec une succession encore de phases de restriction économique, toutes ces valeurs cycliques, elles vont retomber sur leur niveau d'avant-accélération du mois de novembre. Bon, en tout cas, on va surveiller les marchés de près. Merci pour ce panorama très complet, Vincent. Et puis on vous retrouve très prochainement. Avec plaisir, à bientôt.